Salut tout le monde, c'est Nils. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va découvrir ensemble 7 principes pour une plus grande maîtrise intérieure. Alors dans ma vidéo précédente intitulée Une vie heureuse, un travail intérieur, nous avons vu que nos souffrances sont toujours dues au fait de laisser la douleur et les difficultés gouverner ce qui se passe dans notre intérieur. Nous avons vu que même si la douleur et les obstacles sont bien réels, la souffrance quant à elle est toujours notre propre fabrication. La douleur est inévitable, la souffrance est un choix. En effet, la vie véritable, elle se déroule toujours à l'intérieur de soi. Ce qui se passe dans notre intérieur, c'est toujours notre propre fabrication. Pourtant, un manque de compréhension des lois régissant notre monde invisible nous conduit indéniablement à une mauvaise utilisation de nos ressources intérieures. Et notre liberté intérieure est si grande qu'un mauvais usage de nos ressources intérieures peut nous causer énormément de souffrance ou d'insatisfaction dans notre vie. En bref, tout ce qu'on recherche, on a la possibilité de le trouver en soi. Dans notre intérieur, on peut cultiver aussi bien le paradis que l'enfer. Mais voilà, on a déjà eu le temps d'explorer tout cela dans la première partie de cette vidéo. Maintenant, on va entrer dans le vif du sujet et on va découvrir ensemble 7 principes à prendre en considération pour une plus grande maîtrise intérieure. Donc si vous n'avez pas encore vu la première vidéo, je vous invite à la découvrir tout de suite. Le lien il est dans la description juste en dessous. Alors, première étape, ça va être de maintenir un mental silencieux. Comme le dit William Hart, l'auteur du livre L'art de vivre, un livre sur la méditation Vipassana, il est impossible de voir le fond d'une eau profonde quand l'eau est agitée. L'introspection requiert un esprit calme, libre de toute agitation. En gros, tant que l'on vit et passe le plus clair de notre temps dans le mental, il est quasiment impossible d'être en contact avec notre intérieur. Au lieu de cela, on se laisse happer par la moindre petite pensée qui effleure notre esprit. Notre mental, il devient vite agité. Pourtant, un esprit agité, ce n'est rien d'autre qu'un esprit réactif. Et c'est parce qu'on est esclave de nos pensées que l'on est si réactif. Et tant que l'on est esclave de nos pensées, on continue de réagir à la moindre petite pensée qui nous effleure et on entretient ainsi l'agitation de notre mental. Et plutôt que d'être concentré et aligné vers notre idéal, notre énergie créatrice, elle a tendance à se disperser dans tous les sens. Lorsqu'on est constamment dispersé, notre énergie, elle s'en va dans tous les sens. Mais si on apprend à être plus concentré, à être plus présent, on peut vraiment orienter toutes nos pensées, nos actions et notre énergie vers ce que l'on veut vraiment. Donc voilà, lorsque le mental est calme et silencieux, il est beaucoup plus facile de trouver de l'espace entre notre être et nos pensées. Dans cet espace, on finit par tracer une ligne distincte entre notre être et nos pensées. Et naturellement, une certaine distance se crée vis-à-vis de notre mental. On le voit, on l'entend, mais on sait qu'il n'est pas nous. On devient beaucoup plus détaché et donc moins réactif. Alors d'un côté, vivre dans le mental, c'est vivre à la périphérie de nous-mêmes, alors que vivre dans l'être, c'est être en contact direct avec notre intériorité. Vivre dans le mental, c'est être endormi et perdu dans nos pensées, alors que vivre dans l'être, c'est être présent et ancré dans la réalité. Et c'est pour cela que je pense qu'il est important de maintenir notre mental silencieux, car c'est seulement lorsqu'il est silencieux que l'on prend conscience de cet espace. Et sans cela, on reste identifié au mental. D'autant plus que c'est seulement lorsqu'on est suffisamment présent et que le mental est silencieux que l'on devient vraiment responsable. En anglais, responsibility, ce qu'on peut traduire par notre habilité de répondre ou notre capacité de répondre consciemment à chaque situation. En gros, à chaque instant, nous avons toujours 2 options. Premièrement, celle de répondre consciemment au présent et deuxièmement, celle d'y réagir compulsivement. Et c'est ce que je trouve de plus beau avec la présence. En effet, elle nous apporte la liberté. La liberté de sortir de nos schémas répétitifs, de nos conditionnements limitants et de nos habitudes compulsives pour laisser place à la véritable liberté de répondre consciemment à chaque situation et d'être complètement maître de son destin. Et voilà, c'est pourquoi je pense qu'il est important de maintenir notre mental silencieux, parce que sans mental silencieux, on ne peut pas développer notre maîtrise intérieure. Alors attention, je ne suis pas en train de dire que c'est facile, d'ailleurs, ça fait plusieurs années que j'y travaille. Le cerveau, c'est un ordinateur tellement puissant que pour cultiver un esprit calme et silencieux de façon permanente, cela demande énormément de volonté et de ténacité. Nos conditionnements et nos schémas de pensée ils sont complètement engrammés dans notre cerveau. Et c'est pourquoi c'est un réapprentissage qui ne peut pas se faire du jour au lendemain. Par contre, je suis convaincu qu'il est possible de le faire. Il faut juste en avoir envie et être prêt à persévérer. Alors maintenant, deuxième étape pour développer plus de maîtrise intérieure, ça va être d'apprendre à s'observer. Donc pour rester dans la continuation du point précédent, lorsqu'on devient suffisamment présent et que l'on se soustrait de notre mental, on devient observateur. On devient l'observateur de nos pensées, de notre identité, de notre environnement et de notre corps.
Nous ne sommes plus ces choses-là et c'est dans cet espace que l'on s'ouvre à de nouvelles possibilités. En effet, lorsqu'on se place en tant qu'observateur, il devient plus facile de faire une espèce de portrait robot de notre monde intérieur. Ainsi, on peut prendre conscience de nos forces et de nos faiblesses. On voit mieux les fuites et il est donc plus facile de venir les combler. Donc maintenant, troisième étape, ça va être de prendre soin de son capital. Vous savez, nous avons tendance à beaucoup compter sur l'extérieur. En effet, nous aimons tous être appréciés et respectés par les autres. Nous aimons tous nous sentir bien entourés et aimés. Nous aimons tous recevoir des compliments. Mais vous voyez, toutes ces choses, on devrait apprendre à les considérer comme des petits plus. À la base, on devrait apprendre à être autonome. C'est-à-dire qu'on devrait trouver notre source d'énergie et de satisfaction depuis notre intérieur. Et ensuite, tout ce qui peut venir de l'extérieur, ça devrait être vu comme du plus. Il y a un personnage que j'aime beaucoup et qui m'a beaucoup inspiré, c'est le Rav Ben Shetrit. Voici ce qu'il a dit. Votre mari ou votre femme vous aime, c'est extraordinaire. Vos enfants vous aiment, c'est fantastique. On vous donne des valorisations et du respect, c'est bien. Mais tout ça, c'est du plus. C'est comme les frites. Si vous ne pouvez pas les manger sans ketchup, alors celui qui tient le ketchup, il vous tient. Il dit, j'ai ton compliment, j'ai ta petite dose d'attention dont tu as besoin. Et toi, tu fais le beau, tu fais la belle pour avoir tes petits sentiments. Vous voyez, fabriquer son capital, c'est savoir à l'intérieur de soi-même aller chercher cette source de ressourcement qui est infinie. Nous naissons seuls et nous allons mourir seuls. Et autant apprendre tout de suite à nous aimer tels que nous sommes maintenant. Ensuite, tout ce qui suit, c'est juste du plus. Donc voilà, je trouve qu'il a tellement raison. Et pourtant, nous avons tellement de facilité pour faire tout l'inverse et pour nous auto-saboter. Et si on s'auto-sabote, c'est parce qu'on a l'impression de ne pas être assez, d'être trop gros, d'être trop maigre, pas assez comme ça, pas assez comme ci, de ne pas avoir ceci ou cela. Et pourtant, on doit faire avec ce que l'on a, parce que ce que l'on a dans le présent, c'est toujours inévitable. Je ne dis pas que l'on ne doit pas poursuivre d'objectifs, comme celui de maigrir ou de prendre du muscle, par exemple. Je dis simplement que l'instant présent est inévitable et que pourtant, on a la manie de le fuir. Et pour fuir, on a plusieurs astuces. Parfois, on fuit la réalité et on essaie de se rassurer à travers nos petites rêveries. D'autres fois, on déteste la réalité, alors on s'auto-sabote, on se fait du mal et on détruit notre propre potentiel. Parfois, on va aller chercher des validations extérieures ou des objets extérieurs qui viennent nous consoler et nous donner l'impression d'être suffisamment bien. En faisant tout cela, on se ment à soi-même. Et c'est pourquoi je pense qu'il est temps d'arrêter de fuir pour enfin revenir à la source et trouver la plénitude, la force, la joie et l'amour à l'intérieur de nous-mêmes. Parce qu'au bout du compte, ce qu'un tel ou un tel pense de nous, ça n'a pas d'importance. Ce qui compte vraiment, c'est ce qu'on pense de soi. C'est ça qui détermine vraiment la qualité de notre vie. Et personnellement, j'avais pour habitude de faire tout l'inverse. Toute ma vie, j'ai laissé les gens et l'extérieur déterminer la personne que j'étais. Toutes les reproches que l'on me faisait, je les prenais pour argent comptant. Quand on me disait « tu es timide », je l'acceptais, je me disais « je suis timide ». Quand on me disait « tu es faible », je l'acceptais et je me disais « ok, je suis faible ». En fait, j'avais grandi en étant une personne très susceptible. Et la susceptibilité, ce n'est rien d'autre que le fait de laisser l'extérieur gouverner notre intérieur. Alors en bref, ne laissez jamais l'extérieur déterminer qui vous êtes à l'intérieur. Comme David Goggins l'a dit, arrêtez d'essayer d'impressionner les autres. Ne vous souciez que de vous impressionner vous-même. C'est ça qui est important, c'est ça le plus important. C'est ce qu'on pense de soi. Qu'est-ce que tu penses de toi? Alors maintenant, quatrième étape, ça va être de cultiver le détachement. Alors comme on l'a vu, en apprenant à s'observer, on peut découvrir nos fuites intérieures. Ensuite, en prenant soin de notre capital, on va pouvoir combler les fuites. Mais maintenant, on doit aussi éviter que de nouvelles fuites s'installent. Et pour cela, l'idéal, ça va être de cultiver suffisamment de détachement. Et bien sûr, quand je parle de détachement, je ne dis pas qu'il faut fuir le monde et vivre dans une bulle. D'ailleurs, comme on l'a vu, la véritable fuite, c'est de vivre dans notre tête et dans la réaction permanente à notre environnement. Lorsqu'on a notre centre dans le mental, nous vivons en fonction de nos conditionnements passés. Nous vivons dans un programme et nous sommes coupés de toute spontanéité véritable. Comme le dit S.N. Goenka, S.N. Goenka c'était un enseignant de la méditation vipassana, c'était quelqu'un qui était constamment mais dans une paix, dans une joie, dans un amour, il était presque un Bouddha. Et cette personne-là, il disait que la méditation, elle nous aide à développer ce qu'il appelle la sainte indifférence. Ni inaction, ni réaction, mais une action réelle, positive, faite d'un esprit équilibré et détaché. Et ça, pour moi, c'est la liberté. Et cette liberté, elle ne vient qu'avec la présence. Parce que sans présence, on a vite fait de se perdre à nouveau dans le flux incessant de nos pensées et de nos schémas conditionnés et répétitifs. En gros, plus on est présent dans notre vie, et plus on va se sentir
équanime et détaché. Et plus on est équanime et détaché, et plus on va se sentir, on va avoir un vrai sentiment de liberté à l'intérieur de soi. Et plus on va pouvoir développer notre responsabilité. Comme on l'a vu, la responsabilité, c'est notre habilité de répondre consciemment à chaque situation. Et pour pouvoir répondre consciemment et être maître de son destin, il faut avoir suffisamment de présence et de détachement pour ne pas être affecté et perturbé par tout ce qui vient de l'extérieur. Parce qu'en effet, à l'opposé, les pensées compulsives et avoir son centre dans le mental et être dans les pensées compulsives, ça va produire énormément d'attachement. C'est-à-dire que la moindre pensée qui traverse notre esprit, on va l'attraper. La moindre chose, ou la moindre remarque, la moindre critique qu'on va recevoir de notre environnement, ça va tout de suite nous perturber. On est très attaché à plein de choses. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'esclavage du mental. C'est l'opposé de la liberté intérieure. On est esclave de nos pensées, de notre conditionnement, de nos attachements. Et ça va produire énormément de réactions compulsives. C'est un cercle vicieux. On va être très réactif. Et la moindre chose qui va provenir de l'extérieur, ça va nous faire réagir. La moindre pensée qui traverse notre esprit, on va la choper, on va l'attraper, on va constituer. C'est un cercle. On va continuellement être dans la pensée compulsive, continuellement être dans l'attachement. On va faire perdurer cet esclavage du mental et on va continuer de réagir compulsivement à tout ce qui nous entoure. C'est le cercle vicieux. Et à l'opposé, le cercle de la libération, c'est plus tu es présent, plus tu vas être détaché. Plus tu es détaché, plus tu vas sentir ce sentiment de liberté grandir à l'intérieur de toi. Et ça va te produire énormément de responsabilité. Et ça va te donner encore plus de présence. Et c'est un beau cercle vertueux. Donc voilà, maintenant, 5e étape, être plus fort que notre condition. Alors, est-ce que vous connaissez Shane Stephenson? Shane Stephenson, c'est un thérapeute américain, un auteur spécialisé en développement personnel et un conférencier. Cet homme-là, il est né avec une ostéogenèse imparfaite et il mesure 91 cm de haut. La fragilité et les déformations de ses os, elles lui ont causé énormément de douleurs pendant la plus grande partie de sa vie. Mais malgré cela, cet homme, il a su développer une véritable force intérieure. Il est l'une de mes plus grandes inspirations et il a su infuser en moi tellement d'espoir et de courage dans mes périodes difficiles. Et maintenant, voici ce que Sin dit concernant sa condition physique. Je ne suis pas handicapé. Ce n'est pas ma condition qui définit l'homme que je suis. Toute ma vie, on m'a regardé et traité par rapport à mon handicap. Alors j'ai su me dépasser et montrer aux gens que le seul handicap, c'est le refus de s'adapter. Vous devez vous adapter à chaque condition ou environnement dans lequel vous vous trouvez. Pour moi, cet homme-là, il a tout compris. En gros, ce personnage, c'est l'exemple d'une personne qui a su prendre le contrôle de son monde intérieur. Plutôt que de se comporter comme une victime, il a fait le choix de s'élever au-dessus de sa condition physique. Il a fait le choix de ne pas laisser sa condition et son état de santé définir qui il est à l'intérieur de lui-même. Personne n'a dit que la vie serait facile. On doit tous faire face à des difficultés et dans une vie, la douleur, elle est inévitable. Et c'est pourquoi je pense qu'il est important de développer notre force intérieure et d'être prêt à faire face aux difficultés et aux obstacles. Comme disait Bruce Lee, ne priez pas pour une vie facile. Développez plutôt la force d'endurer la difficulté. En gros, la vraie vie, elle se déroule toujours au niveau spirituel. Ce qui compte le plus, c'est la gestion de notre intérieur. Ce qui compte, c'est plus la perception que l'on a d'un événement que l'événement en tant que tel. Si vous avez des douleurs, changez votre perception de la douleur. Apprenez à la voir comme une opportunité. Si vous vivez une expérience difficile, changez la perception que vous vous faites de cette expérience. Apprenez à la voir comme une opportunité. Toutes ces choses, elles nous donnent l'opportunité de développer notre force intérieure. Elles vous donnent l'opportunité de développer votre force intérieure. Faites-le, faites de votre mieux. C'est facile à dire, je sais, c'est très facile à dire, mais c'est un travail intérieur. Sixièmement, ça va être de vivre selon nos propres lois. Vous savez, partout on entend « il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ci, ça c'est bon, ça c'est pas bon, il faut faire ça, ça c'est bien, c'est comme ça qu'il faut faire ». On entend ça partout. En fait, depuis notre enfance, on nous dicte des règles. Et tout le monde pense savoir ce qui est bon pour nous. Mais au bout du compte, ce qui compte, c'est de faire ce qui nous semble bon. Ce qui compte, c'est de vivre selon nos propres valeurs. Et faire cela, c'est s'accepter tel que l'on est. En effet, on essaie souvent de se conformer aux autres. Parce que les autres font quelque chose, on pense que nous aussi, on devrait le faire. Mais en fait, non. Peu importe ce que les autres pensent et font, cela ne regarde qu'eux. Ce qui compte vraiment, c'est d'être en accord avec nous-mêmes. Et on en revient toujours à la même chose. On devrait laisser l'extérieur à l'extérieur et permettre aux gens de vivre et de penser de la façon qu'ils veulent. Ensuite, on peut nous aussi nous permettre de vivre et de penser de la façon qui, à nos yeux, nous semble la meilleure, à nos yeux. Et comme on l'a vu précédemment, reprendre le contact avec notre intériorité,
c'est aussi redevenir notre propre maître afin de ne pas laisser l'environnement et les autres déterminer qui l'on est. Et bien sûr, cela ne veut pas dire qu'on doit se couper des autres et ne plus apprendre d'eux. On devrait juste devenir plus sceptique. Mais vous voyez, pas n'importe quel sceptique. On devrait devenir un sceptique intelligent et donc savoir questionner, remettre les choses en question et le faire avec suffisamment d'ouverture d'esprit. C'est-à-dire qu'on devrait faire preuve de tolérance et savoir manifester de l'intérêt, de la curiosité et de la compréhension pour les opinions et les comportements qui diffèrent en partie ou totalement des nôtres. On a toujours à apprendre des autres, mais ce qui compte, c'est d'apprendre avec l'envie d'apprendre et non pas avec l'envie de se conformer aux autres. Alors en gros, ne croyez surtout pas ce que je vous dis, décidez par vous-même. Voilà, maintenant la 7e et dernière étape, avoir un idéal clair. Vous savez, une grande partie de nos difficultés sont dues aux idées confuses et à l'ignorance de nos préférences véritables. À moins de développer une image claire et précise de ce que l'on aimerait changer dans notre vie, il est difficile de progresser vers un idéal de vie. Comme disait Sénèque, il n'est pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va. Pour apporter un changement dans notre vie, nous devons déjà changer les comportements et les habitudes de pensée qui sont à l'origine de notre problème. Et pourtant, aussi longtemps que notre idéal restera confus, nous aurons toujours la manie d'entretenir les mêmes comportements et les mêmes pensées. En effet, la majorité du temps, nous avons une facilité presque déconcertante pour fixer notre attention sur les problèmes. Nous travaillons très dur pour faire perdurer ce qui nous embête. Et cela s'explique en partie par un manque de clarté vis-à-vis de nos préférences véritables. Et c'est pourquoi, pour apporter un changement qui soit durable dans notre vie, nous devons développer une clarté parfaite de notre idéal. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Avant de terminer, un petit résumé des 7 principes à prendre en considération lorsqu'on veut développer une plus grande maîtrise intérieure. Premièrement, maintenir un mental silencieux. Deuxièmement, apprendre à s'observer. Troisièmement, prendre soin de son capital. Quatrièmement, cultiver le détachement. Cinquièmement, être plus fort que notre condition. Sixièmement, vivre selon nos propres lois. Septièmement, avoir un idéal clair. Donc voilà, je sais que tout ça, ce sont des paroles qui sont faciles à dire, mais moi, ça me fait plaisir de partager ça avec vous. Tout ce que je partage avec vous, c'est vraiment des choses que j'ai réalisées dans ma vie et qui m'ont aidé à changer et qui m'aident beaucoup à continuer de travailler sur moi, à prendre conscience de ce qui se passe à l'intérieur, de toutes les limitations que je me suis créées et pour trouver plus de bonheur, de joie et de bonheur dans ma vie. Et je suis content de partager ça avec vous. J'espère que ça pourra vous aider. Moi, je sais que ça m'a beaucoup aidé et que ça continue de m'aider. Et j'espère que ça pourra vous inspirer à faire de même. Donc voilà, maintenant, si vous voulez aller un peu plus loin avec moi et découvrir comment couper le bruit dans votre tête et développer plus de tranquillité et de maîtrise intérieure, je vous invite à télécharger le petit guide gratuit que j'ai écrit et qui est disponible dans la description juste en dessous. J'ai mis un petit lien dans la description juste en dessous. Vous pouvez le télécharger, il est gratuit. Je vais vous donner mes astuces, mes conseils à travers ce guide. Et en tout cas, je vous invite aussi à me laisser un commentaire. Voilà, comme d'habitude, je suis curieux d'avoir votre retour. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette vidéo? Est-ce que vous avez un retour d'expérience, quelque chose à partager, une critique, n'importe quoi? Ça me fait plaisir de vous lire et de vous répondre. Je vous invite aussi à partager la vidéo si elle vous a plu et à mettre un petit pouce vers le haut. Ça permet d'améliorer la visibilité de mes vidéos sur YouTube pour que d'autres personnes puissent les découvrir. Et donc voilà, sur ce, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à la prochaine.